Bonjour à tous et à toutes. Alors, ce m'est un plaisir vraiment d'ouvrir cette sixième édition du colloque Environnement, Climat, Méditerranée. Alors, consacré cette année au changement climatique en Méditerranée, des impacts globaux aux enjeux locaux. Euh, Les impacts globaux sont déjà là. J'aime rappeler que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est ce que notre communauté scientifique envisage depuis une cinquantaine d'années. Aussi bien en termes de rythme de réchauffement, nous sommes à un rythme de réchauffement compris entre 2 et 3 dixièmes de degré par décennie, en termes d'intensification des événements extrêmes qui deviennent soit plus intenses, soit plus fréquents, et je parle là à l'échelle planétaire, en termes également d'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Nous sommes aujourd'hui près de 5 millimètres par an, alors qu'il y a 20 ans, c'était pratiquement 2 fois moins. Disons, c'est une réalité, ce réchauffement, qui se traduit également par l'année 2023, qui était la plus chaude que nous ayons connue depuis 150 ans, et très probablement au cours des 2000 dernières années. C'est quelque chose qui est clairement en ligne par rapport à disons, au rapport successif du GIEC. Et je crois vraiment que le fait que notre communauté a correctement envisagé ce que nous vivons aujourd'hui doit nous inciter à prendre au sérieux, à accorder de la crédibilité à ce que cette même communauté envisage au cours des prochaines décennies, jusqu'à la fin de ce siècle et au-delà. Alors, le point important, c'est qu'en termes de conséquences du réchauffement climatique, eh bien, le pourtour méditerranéen est, je dirais, presque aux premières loges. Voilà, le réchauffement climatique qui est également une réalité. Il est une réalité à travers euh, un réchauffement climatique moyen, alors plus important que la moyenne planétaire. C'est vrai pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Il y a une amplification du réchauffement climatique sur les continents qui vaut pour la France pratiquement 50% par rapport supplémentaire par rapport au réchauffement global. C'est vrai également pour ce qui concerne les événements extrêmes. Hein, les événements extrêmes, que l'on parle de vagues de chaleur, le record de chaleur en France, disons là, c'est toujours, je crois, les 47 degrés ou près de 47 degrés dans le Gard. Il y a maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, mais voilà, donc en termes euh, de pluie extrême, il y a toujours ces risques d'inondation dans ces régions, mais surtout, ce qui nous a marqué, ce qui a marqué tous les esprits, c'est les sécheresses successives et ce cycle de l'eau qui conduit par exemple, dans la partie de Roussillon, eh bien, à des nappes souterraines qui restent toujours en déficit malgré les pluies récentes. Donc on voit bien que le pourtour méditerranéen, la Méditerranée, disons, est très affectée. Alors on peut également parler des risques de feux de forêt, même s'il y en a moins eu l'été dernier que les étés précédents. Mais l'océan est aussi extrêmement fragile. Il est fragile en termes d'élévation du niveau de la mer, je le redis. Cette élévation, cette accélération vaut pour la Méditerranée, pratiquement 5 millimètres chaque année maintenant. Nous prendrons pas loin de 20 centimètres supplémentaires d'ici le milieu du siècle. C'est quelque chose qui aura déjà des conséquences dans certaines régions, y compris disons, près de chez vous, la Camargue, ou en tout cas pas très loin. Voilà, certaines régions sont fragiles par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Euh, c'est vrai également pour ces vagues de chaleur océanique. Elles deviennent de plus en plus marquées, et on voit bien que ça joue sur la vie de l'océan, sur disons, les ressources halieutiques en Méditerranée. Euh, voilà, et puis il y a aussi l'acidification de l'océan qui est là. Euh, Nous émettons 45 milliards de tonnes de gaz carbonique chaque année. Un peu plus de 10 milliards vont dans l'océan, mais c'est aux dépens de l'océan qui devient de plus en plus acide. L'océan est 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle, et son acidité pourrait avoir doublé à la fin du XXe siècle si nous n'y prenons garde. Alors, où en sommes-nous en termes de réchauffement global? Et cela vaut aussi pour le pourtour méditerranéen. Eh bien, nous ne sommes pas sur une trajectoire qui permettra aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter sans trop de difficultés au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle. C'est très clair, cette capacité d'adaptation requiert que le réchauffement climatique soit
bien en deçà de 2 degrés et si possible 1,5 degré. Ça, c'est l'accord de Paris, mais c'est aussi une réalité. Chaque dixième de degré compte et plus on s'éloigne d'1,5 degré, plus ce sera difficile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique dans la deuxième partie de ce siècle. Donc c'est une réalité. Nous allons, de façon très claire, plutôt vers 3 degrés, 2 fois trop par rapport à ce qu'il faudrait pour, s'adapter facilement au réchauffement climatique, 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle et il faut tout faire pour, inverser cette courbe pour, bien sûr, nous irons au-delà de 2 degrés de façon inéluctable, d'ici 2050, les 2 degrés, les 1,5 degré pourraient être, dépassés, de façon irrégulière ou peut-être déjà, très disons, dans les années qui viennent et de façon régulière, à partir de 2040, les 2 degrés pourraient être, dépassés à partir de 2050, donc il faut vraiment, tenir c'est un objectif ambitieux qui est celui de neutralité carbone à horizon 2050 si on veut avoir des chances de revenir, heu, à des températures qui permettent aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter, je dirais, bien en deçà de 2 degrés. C'est, impératif, mais voilà, quand on regarde à horizon très proche, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Eh bien, on a déjà, nous le savons, à peu près, pratiquement 45 de trop d'émissions à horizon 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de rester sur une trajectoire 1,5. En France, si nous regardons cet horizon, nous avons des objectifs, ambitieux affichés à travers, la planification écologique. Ces objectifs, se déclinent, dans les différentes, secteurs, émetteurs de gaz à effet de serre, que ce soit la mobilité qui reste toujours le 1er secteur d'émissions, au-delà de 30, le bâtiment, l'urbanisme, l'alimentation, agriculture, alimentation, aussi dans l'énergie, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts à faire et voilà, il y a beaucoup de choses à faire et ça vaut évidemment pour, votre région. Alors aussi bien en termes de lutte contre le réchauffement climatique et ça passe par un regard donc sur la mobilité, sur, l'isolation des bâtiments, la qualité des bâtiments, le développement de l'urbanisme dans cette région. Heu, disons là aussi un regard sur l'alimentation, sur les circuits alimentaires, sur, bien sûr le régime alimentaire également, mais aussi par, j'aime bien le dire, par un développement des énergies renouvelables dont le potentiel est quand même extrêmement important dans notre région et sont assez largement, je dirais, sous-utilisés. Alors, d'un côté, nous avons donc effectivement cette nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, d'y participer parce que c'est un effort qui doit être planétaire, mais plus localement, et c'est bien le thème disons, de passer du du global au local, plus localement, eh bien, c'est l'adaptation et là, l'adaptation, elle va être, effectivement extrêmement, elle peut être extrêmement différente presque d'une commune à l'autre. Entre une commune côtière et une commune plutôt de l'arrière-pays, ce ne sont pas les mêmes problèmes qui se posent, même si, par exemple, l'approvisionnement en eau peut être un problème commun. Donc, voilà, c'est tout cela. Donc, comment fait-on pour, rester dans un environnement, effectivement agréable pour tous? Il faut aussi s'adapter au réchauffement climatique. Voilà, c'est cette double nécessité qui doit conduire et qui va être, bien sûr largement, développée tout au cours de ce colloque et que je vous souhaite extrêmement fructueux. Merci à vous tous de votre présence et de votre participation et bien sûr au comité scientifique et à tous les intervenants, je les remercie également et à Elisabeth Blanc qui porte, ce projet depuis, maintenant 6 ans. Une priorité, c'est quand même l'énergie, hein, donc une priorité, c'est de regarder à notre alors, quand on parle d'énergie, on parle je crois que la 1re chose à faire, c'est bien sûr, une certaine sobriété énergétique. Alors cette sobriété énergétique peut passer, par exemple, par une isolation, des bâtiments et bon, je crois que dans votre région, il ne faut pas parler simplement d'isolation, il faut aussi parler de confort d'été, hein. C'est ça qui est très important. Globalement, nous n'avons pas eu dans notre pays assez d'attention portée, par rapport au confort d'été, alors que ce sera dans des régions comme la vôtre le problème le plus important. Évidemment, il faut aussi être
disons, dépenser le moins possible l'hiver. Mais donc la sobriété passe aussi par une sobriété, je crois, disons, enfin, là aussi une attention à tout ce qui concerne la mobilité. Voilà, donc bon, moi je suis pour un développement de la mobilité électrique, hein. C'est, disons, en tout cas une voie pour émettre moins de gaz à effet de serre, mais il y a aussi probablement une sobriété dans les déplacements qui peut être, disons, nécessaire, un petit peu regarder ce qui est nécessaire, utiliser plus des moyens, d'autres moyens de locomotion que la voiture. Ça peut être le vélo pour certains, ou bien la marche à pied, ou les transports en commun. Je sais qu'ils sont relativement peu développés forcément, disons, quand on va à l'échelle locale, mais il y a quand même des trains voilà, qui peuvent être utilisés. Voilà, le transport ferroviaire. C'est aussi, cette sobriété vaut aussi, je crois, pour ce qui est un problème très clairement ressenti dans votre région, disons dans le Roussillon, dans cette partie, dans cette partie de l'Occitanie, c'est quand même la sécheresse. Il y a un regard à apporter par rapport à l'utilisation de l'eau, hein. Donc, il y a bien sûr une sobriété. Il y a aussi, je crois, et bon, il y a un effort qui doit être fait par rapport aux fuites, hein. Il m'arrive assez souvent d'échanger avec des, disons, dans le secteur de l'eau, des entreprises impliquées dans le secteur de l'eau. Les fuites, c'est loin d'être anodin. On peut penser aussi à, disons, il y a quand même une nécessité de concertation importante, hein. C'est-à-dire il faut garder un tissu social, il ne faut pas que, par exemple, ces problèmes d'accès à l'eau débouchent sur des tensions sociales entre les différents secteurs d'activité. C'est ça la difficulté, parce que je pense que l'eau doit être considérée disons, comme un bien commun, avec des utilisations pour notre alimentation. Et on a vu enfin, moi, je crois, il y a 2 étés, des villages qui étaient ravitaillés par des camions-citernes. Ça interroge quand même. Barcelone n'est pas loin de chez vous, et donc voilà, on commence à penser à des usines de désalinisation. Voilà, donc il y a cette sobriété à avoir. Il y a aussi enfin, il y a aussi cette possibilité de réutilisation des eaux usées, hein, qui peut être une voie. Donc, je veux dire que dans tous les domaines, y compris dans l'utilisation de l'eau, sur ce cycle de l'eau, il y a des solutions, il faut les regarder. Voilà, mais c'est avant tout, il faut le regarder, je pense, dans un esprit de bien commun, en sachant qu'il y a évidemment l'alimentation des populations, mais il y a aussi l'agriculture dans vos régions, l'arboriculture, la viticulture qui souffre, c'est très clair. Il y a aussi, évidemment, il peut y avoir l'énergie, l'utilisation énergétique de l'eau, donc peut-être un peu moins dans votre région, mais c'est quand même important. Il peut y avoir aussi le tourisme, voilà, et en dernier, la nature a besoin aussi, voilà, on parle de zones humides, voilà, donc il y a vraiment ces grands secteurs d'activité. L'eau est aussi importante pour protéger la biodiversité. Donc il faut, je crois, sont vraiment un dialogue, une concertation entre les différents secteurs d'activité, alors par rapport au secteur de l'eau, mais c'est vrai aussi par rapport au développement des villes. Le prochain rapport du GIEC va être consacré aux villes. Les villes voilà, est extrêmement important que le développement de l'urbanisme. C'est pas simplement le bâtiment, c'est aussi le développement de l'urbanisme au sens large, dans une région qui est appelée je crois quand même, à continuer à se développer. Eh bien, c'est important de réfléchir à l'urbanisme. Voilà, on peut aussi, quand on parle d'urbanisme, c'est aussi ce lien très fort qu'on doit garder entre développement d'une ville et mobilité, par exemple, développement des transports en commun, hein. C'est tout cela qui doit être au cœur de la réflexion des collectivités locales. C'est très important, en rappelant que l'adaptation peut être effectivement localement très différente entre une ville côtière et une ville enfin, une commune de l'intérieur. Donc, voilà, c'est tout cela, mais un point quand même sur lequel j'aime bien insister, c'est aussi quand on parle d'énergie, eh bien, c'est le développement des renouvelables. Donc, on commence à avoir, je crois, de l'éolien en mer, hein. C'est des choses qui peuvent être un développement intéressant. Voilà, il y a vraiment beaucoup on connaît
on connaît toutes les voies pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais leur mise en œuvre est vraiment, dépend très largement à la fois des collectivités régionales. Disons, il y a le cadre qui est donné par l'État, mais la réalité, leur mise en œuvre, c'est bien au niveau régional, au niveau des collectivités, que ce soit de la région, il y a des communautés de communes, par exemple, ont un rôle important sur l'énergie. Dans le cas des Pyrénées-Orientales, je tiens aussi à souligner le rôle du département qui s'implique à la fois dans le soutien par rapport à ce colloque, mais aussi dans des actions extrêmement concrètes, et je vous en remercie. Donc voilà, je crois qu'on voit à travers ce réchauffement climatique, cette nécessité d'y faire face, à la fois en luttant contre le réchauffement climatique, mais aussi en s'y adaptant. Eh bien, c'est vraiment aux collectivités très souvent très locales, aux communes, de le prendre en main. Hein, donc c'est aussi un appel aux élus. Hein. Vous avez un rôle très important. Je pense qu'il y a des élus qui peuvent nous écouter. Vous avez un rôle, des élus, très important à jouer dans cette lutte contre le réchauffement climatique et dans cette adaptation également. Et il ne faut pas faire de la maladaptation, hein, c'est très important. Il faut penser l'adaptation comme quelque chose à long terme. Hein. Ce réchauffement climatique, il est inscrit malheureusement dans la durée, nous n'y échapperons pas. Nous prendrons certainement 1 degré supplémentaire d'ici 2050. Et voilà, notre espoir, c'est qu'effectivement, ça, disons, ça ralentisse ou, si possible, disons, en tout cas, ça n'augmente plus beaucoup après, mais c'est un espoir qui requiert, c'est aujourd'hui que nous décidons du climat de l'après 2050, c'est-à-dire que ce que nous allons émettre collectivement d'ici 2030 va jouer un rôle très important sur le climat de l'après 2050.